Bonjour chers élèves, dans cette vidéo nous allons voir l'analyse du chapitre 6 du dernier jour d'un condamné, le roman Athènes écrit par Victor Hugo. Nous allons commencer bien sûr par la lecture du texte, donc vous faites attention à la lecture. Bien sûr après vous allez lire le texte une ou deux fois. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Pris entre quatre murailles de pierre nues et froides, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction, machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre. Et comme je le disais tout à l'heure, cela seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Pourquoi non? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche? Pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? Certes, la matière est riche, et si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet encrier. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer, et les peindre m'en distraira. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, cette histoire nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible, de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? N'y aura-t-il pas dans ce procès-verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent? Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme, dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi les malheureux à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort? Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'ils retranchent, il y a une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort? Non, ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire, et pensent, sans doute, que pour le condamné, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles les détromperont. Publiées peut-être un jour, elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit, car ce sont celles-là qui ne soupçonnent pas. Ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Horreur et pitié, des lois faites ainsi. Un jour viendra, et peut-être ces mémoires, derniers confidents d'un misérable, y auront-ils contribué. À moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés de boue, ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collé en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. Bien, maintenant que vous avez fini la lecture, on passe à répondre à quelques questions. Première question, qui part dans le texte? La réponse, bien sûr, c'est le condamné à mort. Question suivante, à qui parle-t-il? À lui-même. Voilà, nous avons une indication claire dans le texte. C'est la première expression où il dit je me suis dit. Je me suis dit, ça veut dire il s'adresse à lui-même. Quelle idée examine-t-il? Alors dans le texte, le narrateur examine une idée. C'est quoi l'idée qu'il est en train d'examiner? C'est l'idée de l'écriture. Quel est le type de phrase dominant dans le texte? La réponse,
c'est la phrase interrogative. Bien sûr, vous avez remarqué en lisant le texte qu'il y a beaucoup de phrases qui contiennent des questions, des phrases interrogatives. Bien, nous allons parler maintenant de l'idée de l'écriture et nous allons essayer de la voir surtout sur deux facettes. Ne pas écrire et écrire. Ici, nous avons deux décisions différentes du narrateur. Est-ce qu'il faut écrire ou bien ne pas écrire? Commençons par la première décision qui est ne pas écrire. Le moyen d'écrire est disponible. Alors le narrateur dans son cachot dispose du moyen d'écrire. Le moyen ici c'est du papier, c'est la plume, l'encrier, la lampe de nuit, etc. Donc l'action de l'écriture est faisable. Il peut écrire puisque le moyen est là, est présent. Bien. Mais le problème, mais quoi écrire? Alors même s'il dispose du moyen d'écrire, ce qui est, ce qui est presque un obstacle pour lui, c'est qu'il n'a rien à écrire. Hein. Alors c'est ce qui reflète cette question, mais quoi écrire? Alors mais quoi écrire veut dire ici qu'il n'y a rien à écrire. Le narrateur ne pose pas la question à la recherche d'une réponse, mais il veut insister sur l'absence de ce qui peut être écrit. Bien, le condamné est isolé dans le cachot, sans liberté pour ses pas et sans horizon pour ses yeux. Sa situation l'empêche d'écrire. Ça veut dire, s'il veut écrire, il a besoin de regarder, de voir quelque chose. Hein. Il a besoin de se déplacer dans l'espace pour trouver la source de ce qu'il va écrire. Mais lui, dans cette situation, il est dans le cachot, pas de liberté pour ses yeux, pas d'horizon, pas de liberté pour ses pas, pardon, et pas d'horizon pour ses yeux. Donc, l'opération de l'écriture devient presque impossible. Hein. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire? La réponse, non, bien sûr. Donc, la même chose ici, nous avons une question dont la réponse est claire. Donc ici, il ne cherche pas à trouver une réponse, mais il veut insister sur l'absence de ce qui peut être écrit. Que trouverais-je dans ce cerveau qui vaille la peine d'être écrit? La réponse, bien sûr, rien. Donc son cerveau, il n'y a rien qui mérite d'être écrit. Alors vous avez remarqué, bien sûr, il y a des questions, mais ces questions ne sont pas posées à la recherche d'une réponse, mais pour insister sur une idée bien déterminée. Alors l'idée qu'on peut tirer de tout cela, c'est l'impossibilité de l'écriture. Donc l'écriture, c'est une action faisable, puisque le moyen matériel est là, le papier, la plume, l'encrier et la lampe, mais la source des idées, la source de ce qui va être écrit est absente. Donc l'opération est, ou bien l'action est impossible. Bien. Parlons maintenant de la deuxième décision qui est écrire. Bien sûr, le condamné ne peut s'inspirer de ce qui est autour de lui, parce qu'il est monotone et décoloré, comme il a dit dans le texte. Mais ce qu'il y a en lui sera une matière riche à peindre. Ce qu'il y a en lui, on veut dire quoi ici? Une tempête, une lutte, une tragédie, des souffrances, des terreurs, des angoisses, des tortures. Donc ici, nous avons une longue énumération d'éléments qui ne se trouvent pas autour du condamné, mais en lui, dans sa poitrine. Hein. C'est ce qu'il est en train d'éprouver et de ressentir. Les formes sous lesquelles se présente la mort aux condamnés sont nombreuses. Donc, autour de lui, il n'y a rien à décrire, il n'y a rien qui peut être source d'inspiration, mais en lui, il y a une tempête, il y a des souffrances, il y a des terreurs, etc. Autre source qui pourra être bien utile pour lui, c'est les formes sous lesquelles se présente la mort. Alors la mort prend plusieurs formes, se présente au condamné sous plusieurs formes, prend plusieurs images, et ce grand nombre d'images et de formes peut être pour lui une source d'inspiration pour
écrire ou bien décrire ces formes sous lesquelles se présente la mort. Alors là, on peut comprendre que l'écriture, qui était tout à l'heure presque impossible, maintenant devient possible. Pas seulement possible, mais la matière est très riche. Il y a beaucoup à écrire, il y a beaucoup à décrire et à raconter. L'écriture aidera le condamné à moins souffrir. Donc, l'action de l'écriture, qui est maintenant possible et faisable, aura des conséquences positives sur le condamné. C'est qu'elle va l'aider à souffrir moins. Elle va l'aider à apaiser sa souffrance. Elle portera avec elle un grand et profond enseignement. Donc l'écriture ne va pas seulement aider le condamné pour apaiser ses souffrances, mais elle portera aussi avec elle un grand et profond enseignement. Ça veut dire ceux qui condamnent peuvent apprendre de ce qu'il va écrire. Il y aura plus d'une leçon pour ceux qui condamnent. Donc ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y aura dans ce qu'il va écrire plus d'une leçon, pas seulement une seule leçon, mais beaucoup de leçons. Bien donc, comme conclusion, c'est l'utilité de l'écriture. Donc l'écriture n'est pas seulement possible, mais elle est aussi très utile. Elle aura des conséquences positives. Alors en ce qui concerne les moyens langagiers utilisés par le narrateur dans cette partie, dans ce texte, nous allons commencer par les champs lexicaux. On a relevé deux champs lexicaux qui sont l'écriture et la souffrance. Bien sûr, ce sont les deux champs lexicaux majeurs dans le texte, puisqu'on parle de la relation entre l'action de l'écriture et la source d'inspiration pour l'écriture qui est la souffrance, et comment cette écriture va aider à apaiser cette souffrance. Premièrement, parce que l'action de l'écriture aidera le condamné à souffrir moins, mais ce qui est plus profond, c'est que cette écriture pourra contribuer à annuler, à abolir la source de cette souffrance qui est la condamnation à mort dans l'avenir. Alors pour le premier champ lexical, l'écriture, nous avons par exemple moyen d'écrire, plume, encrier, j'écrirai, journal, histoire, feuille, publier, mémoire, papier, etc. Pour la souffrance, nous avons par exemple châtiment, supplice, une tragédie, hideuse, violent, abandonné, angoisse, terreur, torture, souffrance, souffrir, douleur, horreur, et j'en passe. Pour le deuxième champ lexical, pour le deuxième moyen langagier, nous avons les figures de style. Alors, comme on a déjà vu dans l'incipit, Victor Hugo utilise très fréquemment les figures de style. Nous avons par exemple ici la métaphore filet. La métaphore filet, bien sûr, comme on a déjà vu, c'est le fait d'utiliser une métaphore, mais la développer avec plusieurs termes. Hein. Ici, en parlant de l'écriture, il a dit c'est une autopsie intellectuelle, un procès verbal, progression de douleur, donc plusieurs métaphores pour le même référent. Deuxième figure de style, la personnification. Nous avons par exemple la marche lente de ce carré blanchâtre. Bien sûr, le carré ne peut pas marcher. Figure de style suivante, l'énumération. N'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Donc ici l'énumération de trois éléments pour insister sur sa souffrance. Nous avons aussi la litote, par exemple, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ça veut dire ce que j'écrirai sera utile. Pour l'hyperbole, nous avons par exemple de quoi user cette plume est à rire cet encrier. Hein, ça veut dire il pourra écrire jusqu'à ce que la plume soit usée, ne soit plus, euh, ne serve plus à écrire, et jusqu'à la dernière goutte dans l'encrier. Dernier moyen langagier, nous avons la question oratoire. On peut dire la question oratoire ou bien la fausse question, c'est tout à fait la même chose, ou encore la question rhétorique. Bien pour
relever des exemples, nous avons pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Alors ici, le narrateur se pose des questions auxquelles il ne donne pas de réponse parce que la réponse est évidente, comme on a déjà dit. N'y aura-t-il pas plus d'une leçon pour ceux qui condamnent? Ça veut dire il y aura plus d'une leçon. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Bien sûr, ici dans le texte, vous allez remarquer qu'il n'y a pas point d'interrogation, mais point d'exclamation. Et bien sûr, c'est une question qui veut insister sur la grande différence entre la douleur physique et la douleur morale. Ça veut dire la douleur physique est beaucoup moins forte que la douleur morale. La douleur morale, elle est très très difficile, très forte, très profonde. Euh, Bien sûr, Victor Hugo veut insister sur la douleur ou bien la souffrance morale parce que les partisans de la guillotine pensent que le condamné ne va pas souffrir puisqu'il va mourir très rapidement en utilisant cette machine infernale. Bien, la dernière partie, c'est ce qu'on va recopier dans le cahier. Nous avons situation du passage. Après avoir entendu sa sentence, le condamné a été transporté dans une voiture noire à Bicêtre. Il raconte comment il a été traité à son arrivée. Maintenant, il est dans son cachot où il dispose du moyen d'écrire. Pour l'axe numéro 1, nous allons voir la question de l'écriture. Le condamné dispose du moyen d'écrire, mais il pense qu'il ne pourra pas écrire puisqu'il va euh, mourir bientôt. Son cerveau est donc vide et ne contient rien qui vaille la peine d'être écrit. Il trouve que ce qui est autour de lui l'empêche d'écrire puisqu'il n'a ni liberté pour ses pas, ni horizon pour ses yeux. Mais juste après, il réalise que la source de ce qu'il va écrire se trouve en lui et non pas autour de lui. C'est la profonde souffrance qu'il éprouve dans cette situation abandonnée à cause de sa condamnation à mort. L'idée qui se présente sous des formes multiples, toujours plus hideuses, et qui rend par conséquent la matière à écrire très riche, il décide donc d'écrire. Pour le deuxième axe, c'est l'utilité de l'écriture. Ce que le condamné écrira sera bien utile. Son écriture l'aidera à apaiser ses souffrances. Son écriture portera avec elle un grand et profond enseignement. Son écriture contiendra plus d'une leçon pour ceux qui condamnent. Donc ici, on voit que cette écriture aura beaucoup de résultats positifs. Son écriture attirera l'attention à la souffrance morale du condamné à mort, celle à laquelle les partisans de la guillotine ne font pas attention et se croient triomphants parce qu'ils tuent sans presque faire souffrir le corps. Victor Hugo insiste sur la souffrance morale qui est beaucoup plus dure que la souffrance physique. Et comme synthèse, on notera. Le présent texte met l'accent sur la portée de l'écriture du journal, des souffrances du condamné, qui n'est autre que la visée de Victor Hugo à travers ce roman. Il faut abolir la peine capitale. Bien, donc le journal de souffrance écrit par le narrateur, par le condamné, aura presque le même résultat, ou bien les mêmes conséquences que cherche Victor Hugo par ce roman qui est Le dernier jour d'un condamné. C'est la même chose, il faut insister, il faut montrer la souffrance du condamné pour arriver à une conclusion, c'est qu'il faut arrêter, c'est qu'il faut annuler, supprimer la peine de mort. Donc l'objectif final, c'est l'abolition de la peine capitale. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine leçon.